Bonjour à tous et merci beaucoup, hein, vous avez la chance de travailler avec Oncopaca Corse, qui est bien avancé dans le domaine, bien sûr, de l'oncofertilité, mais qui est aussi bien avancé dans le domaine de l'oncosexualité et dans la prise en charge et le dépistage des soins de support. Vous avez une équipe bien dynamique. Donc, je vais simplement introduire un petit peu la sensibilisation à la santé sexuelle face au cancer et après il y aura Frédéric Marin, pardon, qui vous fera la présentation. Suivante, s'il vous plaît. Suivante. Alors, quelle est la place de la sexualité dans la vraie vie? Ça, c'est vrai une chose qui est mal connue et sous-estimée par une majorité de soignants. Lorsqu'on fait des enquêtes au niveau de la population générale, hein, on retrouve, et même des populations qui sont atteintes de vulnérabilité de maladie, on retrouve toujours les mêmes choses. Vous voyez, on voit que 3 personnes sur 4 trouvent que la sexualité joue un rôle important et indispensable. Et vous voyez, pas important, c'est vraiment une minorité, 15%. Une autre enquête qui montrait, diriez-vous que le sexe est essentiel pour faire durer un couple? Ben, vous voyez, on est à oui à 82%, non à 17%, on retrouve les mêmes choses. Et lorsqu'on rentre les hommes et les femmes, c'est à peu près pareil. Les personnes jeunes et les personnes âgées, c'est à peu près pareil. Donc, vous voyez, on a beaucoup de fausses représentations. Suivante, s'il vous plaît. Et cela rappelle que lorsque le Viagra a été commercialisé maintenant il y a plus de 20 ans, enfin 20, oui, que le comité consultatif national d'éthique qui avait été saisi avait été très clair. Donc, ce n'est pas l'industrie pharmaceutique, ce ne sont pas des médecins, ce sont les sages de la nation qui avaient dit que la réussite d'une vie sexuelle participe au sentiment de bien-être et inversement, un sentiment de bien-être est généralement nécessaire à la vie sexuelle. Toute amélioration des troubles de la santé sexuelle contribue au bien-être de l'individu. Et vous voyez, donc ça, ce sont les sages de la nation qui le disent. Suivante, s'il vous plaît. Alors, cela rappelle que l'âge moyen du cancer, c'est 68 ans. Alors, est-ce que la sexualité est la retraite à 68 ans? Eh ben, pas du tout. Et je vous engage à regarder ce rapport qui est sorti juste en fin d'année dernière sur la vie affective, intime et personnelle des personnes âgées, qui était même du quatrième âge. Ben, vous serez étonné de toujours l'intérêt et la persistance pour une vie affective et sexuelle chez les sujets âgés troisième et quatrième âge compris. Suivante. Quand on interroge les patients, que nous disent-ils? Ben, ça, c'est l'enquête qui avait été faite Vican 2, qui avait été faite en 2012, c'est-à-dire la vie 2 ans après le diagnostic. C'était la première fois qu'il y avait une enquête nationale qui était faite en France et cela a confirmé ce qu'on retrouve dans toutes les enquêtes et qu'on retrouve encore malheureusement actuellement, c'est-à-dire que contrairement aux idées reçues, le couple est préservé, mais pas la sexualité. La sexualité est un aspect qui est peu abordé par les soignants et les patients nous demandent et les couples de mieux prendre compte les difficultés sexuelles, de leurs difficultés sexuelles et de leur vie intime. Suivante. Donc, finalement, on n'est pas dans un dialogue de sourds, mais un dialogue de muets, puisque chacun attend que l'autre parle, et c'est une situation qu'on retrouve partout dans le monde. Suivante. Et qu'on retrouve également à l'intérieur du couple, hein. Il n'y a pas seulement la relation soigné-soignant, mais il y a également dans le couple où il y a des difficultés de dialogue. Suivante. Alors, pourquoi je vous parle, j'introduis comme ça? Parce qu'il y a des notions qui sont très importantes pour cancer et sexualité. D'abord, quand on parle de sexualité dans le domaine du symptôme, je vous rappelle que le signe, c'est quelque chose qu'on voit, une rougeur, une cicatrice, ça se voit. Le symptôme, il est invisible, il est subjectif. Dans le domaine du cancer et de la sexualité, il est souvent masqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de tabou, d'idées reçues, de honte, etc. Donc finalement, tout repose sur l'interrogatoire. Donc si on ne fait pas d'interrogatoire, on ne saura pas. Donc si on ne pose pas la question, on ne peut pas avoir la réponse. D'où l'importance d'être proactif et non pas suffisamment réactif, d'autant plus que vous avez vu que toutes les enquêtes disent que les patients attendent que ce soit le professionnel de santé qui en parle le premier et qui aborde le sujet. Et il y a plein d'occasions pour le faire, madame Marin en parlera et puis surtout pour dépister et traiter tôt. Pourquoi? Parce que plus on dépiste et plus on traite tôt, d'abord on répond à la demande et à la détresse des patients et deuxièmement, on évite une chronicisation. Suivante. Donc patients et partenaires attendent que le professionnel de santé l'aborde en premier. Ça, c'est retrouvé partout.
Ne pas oublier que la perte de la vie sexuelle et intime n'est ni rien ni anodin, d'autant plus pour les sujets jeunes, mais également, on l'a vu, pour les sujets plus âgés. C'est à l'origine de très fortes inégalités et iniquités de santé, puisqu'actuellement, finalement, tout dépend à l'endroit où vous êtes, le professionnel, est-ce qu'il est intéressé, pas intéressé, il connaît, c'est lui qui va vous répondre. Et point fondamental qui reprend l'interrogatoire, c'est que par définition, le patient ou la patiente sont le seul à pouvoir définir le bien-être et la qualité de vie selon leurs propres critères de valeur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir que grosso modo, pour simplifier, un tiers de la population et des patients est peu ou pas intéressé par le problème de la sexualité autant X, et 2 tiers sont intéressés. Voilà, donc déjà, si vous ne posez pas la question, vous ne pouvez pas le savoir. Suivante. Donc, osons parler de sexualité, ça va être l'objet de cette formation. Suivante. Pas de sexualité, mais de santé sexuelle et de vie sexuelle et intime. La sémantique est extrêmement importante et qu'il faut le faire. Suivante. Je vous rappelle, et c'est important, qu'actuellement, les soins de support sont un traitement obligatoire du cancer. Je répète, c'est un traitement obligatoire du cancer, ça fait partie. Et donc, les troubles de la sexualité, comme la prévention de la fertilité, comme le soutien, comme la nutrition, la douleur, ça fait partie du traitement du cancer. Donc, il n'y a pas question de se poser ou non. C'est du soin de support, ça fait partie du traitement du cancer. Et non seulement en stratégie de prévention tertiaire, c'est qu'on va traiter les conséquences et les effets indésirables de la maladie et des traitements, mais aussi dans la prévention secondaire, c'est-à-dire qu'on va dépister tôt et on va améliorer le traitement du cancer lui-même. Diapositive suivante. Donc n'oubliez pas les recommandations, et ça c'est ce qui avait été fait au niveau de l'INCa avec l'AFSOS. Il est recommandé, donc c'est une recommandation de grade B, d'intégrer la question sexuelle de façon régulière au titre de la prise en soin globale et des soins de support le plus tôt possible, tout au long du parcours de soins, d'accord, y compris même dans les dans les situations palliatives. Diapositive suivante. Le mot-clé, c'est pas sexualité, le mot-clé, c'est soin de support. Et ça, j'insiste, il faut le répéter à chaque fois, nous sommes dans du soin de support. Le soin de support fait partie intégrante du traitement du cancer. Suivante. Alors, il y a vraiment, vous avez compris, un changement de paradigme. La situation actuelle paradoxale par rapport à 2012, par rapport à 2012, ça n'a pas beaucoup changé. On a toujours une forte demande, mais la réponse est faible. Les soins de support sont à intégrer obligatoirement dans les parcours de soins, les parcours et de santé et de vie, car c'est un traitement, je le répète, recommandé et obligatoire. La santé sexuelle et la vie sont des marqueurs cliniques pertinents et gratuits de l'état de santé global, de l'hygiène de vie et des risques psychosociaux. Il suffit de poser une question, tout le monde la connaît. Cela facilite l'adhésion thérapeutique, l'ajustement au cancer, le dépistage opportuniste d'effets indésirables non sexuels et surtout de comorbidités significatives qui rentrent en compétition avec le cancer. Donc chaque professionnel a une place et un rôle à jouer, que ce soit informé, rassuré, accompagné, traité ou orienté. Suivante, je crois que c'est la dernière. Voilà, donc place à Madame Marin qui va nous traiter de tout ça. Merci à vous. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis vraiment ravie de participer à cette formation. Donc, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir cette introduction par Dr Bondil qui nous a vraiment introduit cette notion de la santé sexuelle. Et mon rôle aujourd'hui, je suis infirmière, sexologue, clinicienne. Et donc, j'ai vraiment la charge, avec grand plaisir, de participer à cette première session pour vous parler vraiment de ces fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce que la santé sexuelle face au cancer. Et puis surtout, je pense que ce qui vous intéresse tous et toutes, c'est de savoir aussi comment l'aborder au quotidien. Parce qu'en fin de compte, ce qui est important, on s'est rendu compte que la santé sexuelle fait vraiment partie de la qualité de vie de nos patients et notre intérêt. Donc aujourd'hui, c'est de vous donner quelques petits items, quelques indices, de vous faire partager aussi les outils pour que du coup, chacun, au cœur de son soin, puisse pouvoir aborder de façon simple cette santé sexuelle pour nos patients. Alors,
en ce qui concerne les fondamentaux, c'est vrai que si on reprend un peu d'épidémiologie, on s'est rendu compte qu'on est face quand même à une prise en charge au niveau de la cancérologie qui est très importante. L'épidémio nous donne quand même voilà, des cas qui sont très nombreux auprès de la population générale face à des patients qui vont être souvent démunis face à l'annonce du cancer. Et pour autant, il faut qu'on puisse vraiment vraiment qu'on puisse les accompagner en ce qui concerne cette qualité de vie. On a vu, docteur Bondy, il a vraiment insisté sur le fait que c'était important, en tout cas, qu'on puisse en parler. D'autant plus en ce qui concerne les maladies prévalentes du cancer, en ce qui concerne le cancer du sein, pour la femme, en ce qui concerne le cancer de la prostate, on est quand même sur une population qui est très importante. Une femme sur 8 en France va être touchée par le cancer du sein. Et pour autant, c'est vrai qu'il va falloir pouvoir les accompagner. On sait très bien que le choc diagnostic de l'annonce est quelque chose qui est très important. Les patients ont vraiment l'impression que l'immeuble leur tombe sur la tête, que leur vie s'écroule. Leur santé sexuelle ne sera peut-être pas la priorité au moment de cette annonce, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que nous, on doit pouvoir les accompagner parce qu'on est sur des taux de guérison qui vont être importants, hein, que ce soit pour le sein ou pour la prostate. On voit que les chiffres à l'heure actuelle, 87% de taux de survie net standardisé pour les femmes à 5 ans, 93% pour les hommes à 5 ans au niveau de la prostate. Donc, on touche en plus à des sphères qui vont être liées à l'intimité, qui va avoir un impact direct ou indirect justement sur cette santé sexuelle. Donc, ce sont vraiment des patients qu'il faudra accompagner, car même s'ils sont guéris de leur pathologie, en tout cas, leur vie va être différente. Et on se rend compte que pour eux, leur vie est chamboulée, que ça soit aussi au niveau de la communication avec leurs partenaires, mais également avec le lien concernant leur qualité de vie. Et puis, quelquefois, quand le cancer s'installe dans le cadre d'une maladie chronique, hein, on se rend bien compte que grâce à la médecine, à ses avancées, nos patients maintenant doivent apprendre à vivre avec la maladie. Il faut apprendre à gérer des patients qui sont à domicile avec des thérapies ciblées. C'est vrai qu'avec les années, on a une augmentation des traitements préventifs ou curatifs de ces effets secondaires des chimiothérapies. On se rend bien compte que nos patients doivent apprendre à gérer leur traitement, mais doivent apprendre également à gérer leur qualité de vie. Et puis, pour autant, dans cette balance entre vivre avec la maladie et puis quelle est la place de cette santé sexuelle? Parce que c'est vrai que vivre avec un cancer, maintenant, nos patients se rendent compte que la qualité de vie, elle est importante. Et pour autant, les soignants doivent vraiment développer des compétences pédagogiques pour leur apprendre à vivre avec. Parce qu'on se rend bien compte que la maladie, elle sort de nos établissements de santé et que le lien à cette prise en charge, elle se fait dans nos hôpitaux, dans nos établissements de soins, mais que ça concerne également les soignants qui sont à domicile, que ça concerne en fin de compte toutes les personnes qui vont graviter autour de nos patients. Alors, pour en revenir vraiment aux principales dysfonctions sexuelles, puisqu'on est là pour parler vraiment, en tout cas, de ces dysfonctions et de pouvoir y apporter des solutions. Eh bien, de quoi parlons-on? On parle au niveau des dysfonctions sexuelles, elles sont répertoriées d'après le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, sur des dysfonctions telles que l'éjaculation retardée, les troubles de l'érection. On va parler de diminution du désir sexuel, d'éjaculation prématurée, des troubles de l'orgasme, des troubles de l'intérêt pour l'activité sexuelle ou de l'excitation sexuelle, les troubles qui sont liés à des douleurs génitopelviennes ou à la pénétration, et puis les dysfonctions sexuelles qui sont induites par un médicament. Alors, il est évident que dans ce manuel, ce qu'il est recommandé, c'est d'accompagner nos patients quand la dysfonction sexuelle, elle intervient depuis au moins 6 mois, qu'elle est responsable d'une détresse au niveau de la personne et ou du couple, et qu'elle est non attribuable à une cause psychiatrique. Bien entendu, je crois que après, il est en tout cas lieu de prendre en considération qu'on ne va pas forcément attendre 6 mois. À partir du moment où sur une dysfonction sexuelle qui est identifiée, il est important quand même de pouvoir y répondre, si possible, le plus précocement possible. C'est vrai qu'un patient qui va peut-être parler de troubles de l'érection, mais si ça fait juste voilà, une semaine, on va peut-être demander
voilà, d'attendre un petit peu si ça se renouvelle, mais on se rend compte qu'en cancérologie, il est important quand même d'être le plus précoce possible dans la prise en charge et de ne pas attendre. Alors, si on se réfère un petit peu aux études, on a au niveau des études, beaucoup d'études qui ont été faites plutôt, bien entendu, dans les pays anglo-saxons. Et en ce qui concerne les dysfonctions sexuelles féminines dans le cadre du cancer pour les femmes, il est vrai que l'incidence et la prévalence des troubles sexuels dans le cadre du cancer du sein, eh bien, on est sur des chiffres quand même très importants. Parce que nos chiffres, ce qu'ils nous disent, c'est que entre 50 à 90% des patientes vont décrire des difficultés sexuelles après le diagnostic d'une maladie. Et on retrouve des troubles sévères et de longue durée pour une personne sur deux. Donc on voit bien qu'on est face à des pathologies qui sont fréquentes, dans le cas du cancer du sein, et par la suite, des patientes qui révèlent vraiment des problématiques de difficultés sexuelles. Alors, quelles peuvent être ces problématiques? Ça va être aussi bien l'absence de désir sexuel, les dyspareunies, c'est-à-dire les douleurs lors des rapports, les problèmes de lubrification ou les difficultés avec l'orgasme. Alors après, c'est vrai qu'on y met des chiffres. Maintenant, on sait très bien que les difficultés, elles sont souvent multifactorielles et que c'est très difficile de distinguer pour les femmes l'absence de désir sexuel d'une dyspareunie, d'un problème de lubrification. Ce qui est intéressant à relever dans ces études, c'est qu'on se rend compte quand même que pour plus d'une personne sur deux, il y a réellement une problématique aussi avec l'image du corps. Et ça, c'est important de pouvoir accompagner nos patients aussi dans cette prise en charge en santé sexuelle par rapport à leur image corporelle, par rapport à cette modification du corps qui leur induit un sentiment des fois de culpabilité par rapport à leur partenaire, par rapport à ces cicatrices qui sont quelquefois disgracieuses et qui, à chaque fois, leur renvoie l'image de la maladie et du cancer. En ce qui concerne les dysfonctions sexuelles masculines, on va retrouver les troubles de l'image corporelle et de l'estime de soi. Il est vrai, par exemple, dans le cas d'une personne qui a une stomie, c'est quand même très difficile de vivre avec cette stomie, d'avoir en tout cas cette estime de soi, de pouvoir se réintégrer au niveau de sa vie intime quand on a cette poche, d'avoir cette difficulté à pouvoir la gérer, à la vider et d'être en tout cas à l'image qu'on était auparavant. Les troubles du désir sexuel peuvent être fréquents avec un déficit en testostérone qui peuvent entraîner des dépressions chez certains hommes. On se rend bien compte dans le cas des suites d'un cancer de prostate, c'est compliqué pour ces hommes parce que c'est vrai que le déficit en testostérone, voire l'hormonothérapie, va faire qu'à un moment donné, ces troubles du désir vont impacter également les troubles de l'érection. C'est quelquefois quelque chose qui est très culpabilisant pour l'homme qui, à un moment donné, ne se sent plus un homme si son érection n'est pas de bonne qualité. Les troubles de l'éjaculation peuvent être fréquents également. On peut retrouver des climaturies, c'est-à-dire des présences de sang au niveau de l'éjaculation et quelquefois des troubles de l'orgasme avec des orgasmes douloureux. Alors, on se rend bien compte que les causes de l'altération de la sexualité qui est décrite par les patients, c'est tout aussi bien la maladie en elle-même. Parce que, comme je vous disais, c'est très difficile de distinguer quel est le trouble sexuel identifié. On se rend bien compte que dans le cas d'un cancer, toutes les fonctions sexuelles peuvent être touchées de façon isolée ou bien souvent de façon combinée. Parce que l'annonce de la maladie en elle-même peut entraîner une détresse psychologique sous-jacente. On sait très bien que les traitements du cancer vont avoir des effets secondaires qui vont être directs ou indirects justement sur les fonctions sexuelles. Et puis nos patients qui sont atteints d'un cancer ont une altération des relations sociales, principalement avec le partenaire intime, ont du mal à communiquer, ont du mal en tout cas à retrouver aussi une vie sociale qui leur permet en tout cas d'avoir cette estime de soi qui en tout cas est nécessaire pour qu'une fonction sexuelle puisse être en tout cas optimale pour nos patients. Alors, on a parlé des soins de support. On se rend compte vraiment que les soins oncologiques de support font partie intégrante du parcours de soins des patients atteints de cancer. Docteur Bondil en a bien parlé. Ils sont définis comme l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement au traitement oncologique ou onco-hématologique spécifique lorsqu'il y en a. Alors, juste pour compléter un petit peu ce qui a été dit, on l'a vu tout à l'heure,
le rapport de l'INCa a vraiment redéfini ce panier de support. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment 4 soins socles. Et dans ce soin socle, on va retrouver la prise en charge de la douleur, la prise en charge en diététique, en nutrition, la prise en charge psychologique, sociale, familiale et professionnelle. Et dans ce panier des soins de support, on retrouve les 5 soins de support complémentaires, c'est-à-dire l'activité physique adaptée, le soutien psychologique des proches et des aidants, parce que ça, c'est important aussi que les partenaires, que les aidants en tout cas, puissent être accompagnés, la préservation de la fertilité pour les jeunes patients et la prise en charge des troubles de la sexualité avec les conseils en hygiène de vie, c'est-à-dire tout ce qui va être également prévention. Mais cette notion de prise en charge des troubles de la sexualité, c'est quelque chose qui est très intéressant à partir du moment où on se rend compte qu'en fin de compte, on est sur une prise en charge qui doit être obligatoire pour les établissements qui prétendent à faire de la cancérologie et qui doivent pouvoir proposer cette prise en charge en santé sexuelle. Alors, c'est vrai que les soins de support restent un élément, et comme disait Pierre Bandil, on est sur du traitement, de l'accompagnement, et que c'est vraiment des prises en charge obligatoires, mais qui sont là pour vraiment améliorer nos patients au niveau exactement de la prise en charge de leurs médicaments, parce que c'est vrai qu'un patient, quelquefois, qui ne va pas bien, il aura tendance peut-être, s'il a trop d'effets secondaires, à pouvoir être dans un peu d'observance au niveau de son traitement et on se rend compte que c'est vrai que la santé sexuelle peut avoir un impact justement au niveau de l'observance de certains traitements. Alors, notre rôle en tant que soignant, quel est-il? Que peut-on faire pour préserver cette santé sexuelle en cancérologie? Alors, c'est vrai qu'on a distingué dans cette présentation, on s'est appuyé vraiment sur le référentiel de la préservation de la santé sexuelle en répondant aux questions qu'on a retrouvées dans ces recommandations pour qu'on soit vraiment le plus pratique, pour pouvoir répondre, si possible, le plus aux questions que les soignants se parlent. De quoi parle-t-on quand on parle de santé sexuelle? Pourquoi doit-on s'en occuper? Pour quelle personne? Avec quel cancer et quel traitement? Selon bien entendu les localisations, le stade et l'âge. À quel moment du parcours de soins doit-on l'aborder? Et qui doit l'aborder? Quelles sont les approches à mettre en œuvre? Et puis, vers quel professionnel orienter les patients? Et ce qui peut être très intéressant aussi, quels sont les outils, l'évaluation et dépistage disponibles au quotidien? Alors, ce référentiel, de toute façon, vous aurez le support au niveau du diaporama qui vous permettra vraiment d'avoir le lien par rapport à toutes les informations qui vont être données durant ce webinaire. Ce référentiel a été élaboré vraiment par des experts. C'est vraiment quelque chose qui est très innovant et sur lequel on doit pouvoir s'appuyer. Toutes les personnes qui prétendent à faire de la cancérologie et de l'oncosexologie, en tout cas, doivent pouvoir avoir accès à ce référentiel. Il suffit de le télécharger sur le site de l'INCa et c'est vraiment un outil hyper performant parce que les experts ont vraiment répondu à toutes les questions. Il concerne quasiment tous les malades, excepté les enfants qui sont traités pour un cancer, quelle que soit la modalité du traitement, dès lors que la maladie et ou son traitement sont susceptibles de faire courir un risque sur la sexualité. Il est vraiment destiné aux différentes catégories de professionnels de santé qui sont impliqués dans le parcours de soins. Et donc, on va retrouver la plupart des questions dont on ne va pas aborder, bien entendu, l'ensemble des questions qui sont présentes dans ce référentiel, auquel vraiment je vous incite à le télécharger et à pouvoir le lire tranquillement parce que c'est vraiment un super outil qui permet vraiment de donner des pistes et d'avoir vraiment des actions très pratico-pratiques. Alors, au départ, ce qu'on voulait vraiment, c'est aussi faire juste une petite distinction entre qu'est-ce que l'oncosexualité de l'oncosexologie. L'oncosexualité répond vraiment aux problèmes qui sont simples, ce qu'on appelle les problèmes de premier niveau, auxquels, en fin de compte, beaucoup de professionnels peuvent répondre. Maintenant, ce qui concerne l'oncosexologie, là, ça concerne vraiment des problématiques de niveau 2 et 3 qui sont moins fréquents mais plus complexes et qui vont nécessiter l'accès à des professionnels vraiment formés à cette prise en charge. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'oncosexologie?
On voit bien que c'est une discipline à l'intersection entre l'oncologie et la médecine sexuelle. Elle est officiellement née, vous voyez, c'est très récent, en 2006 à Rotterdam, quand le radiothérapeute Luca Incroci a créé la Société internationale d'oncosexologie. Donc on voit bien que c'est une discipline qui est récente et que c'est surtout l'urologie qui est une grande pourvoyeuse de dysfonction érectile radio-induite ou consécutive à la chirurgie pelvienne, qui va s'intéresser déjà depuis longtemps justement à mieux préserver la vie intime de ses patients. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on se rend compte que, en fin de compte, dès le début du siècle, en 1905, le questionnaire d'Abara évaluait justement la sexualité des patients après prostatectomie. C'était un chirurgien qui opérait ses patients et qui déjà avait élaboré un premier questionnaire pour connaître justement leurs difficultés au niveau des troubles de l'érection après leur prise en charge. En 1981, on a eu le premier article international sur la préservation de la sexualité dans le cancer de la prostate, la même année, en fin de compte, que les premières injections intracaverneuses ont été proposées à des patients ayant subi une ablation de la prostate. Et en 2006 a eu lieu le premier congrès de l'International Society for Sexuality and Cancer sur le thème oncosexologie, une nouvelle discipline. Alors, on voit que au niveau de l'urologie, pour les patients, on a quand même depuis longtemps le soin de pouvoir les accompagner. Alors, quid des femmes? On se rend compte que la femme, elle a été longtemps oubliée de l'oncosexologie. Ce n'est qu'en 2010 que s'est tenu le premier congrès d'oncosexologie chez la femme. Alors, on se rend compte que les raisons pour lesquelles la sexualité féminine post-cancer a été plus longtemps négligée sont multiples. Déjà, c'est évident, les conséquences, elles sont moins visibles que chez l'homme. Et puis surtout, la médecine, elle avait peu de solutions à proposer. Et il a vraiment fallu qu'il y ait le développement récent des thérapies efficaces pour lutter contre les sécheresses vaginales consécutives au traitement des cancers gynécologiques, qui a donc permis justement de faire un petit peu avancer la cause de ces femmes et de se dire qu'en fin de compte, c'est bien de s'occuper des hommes, mais qu'il faut également s'occuper des femmes. Et pourquoi doit-on s'en occuper? Eh bien, si on se réfère à cette super enquête qui a été faite en Vicence 5, la vie 5 ans après un diagnostic de cancer, donc on s'est rendu compte que 63% des personnes qui souffrent de séquelles dues au cancer vont exprimer des troubles qui vont concerner l'image du corps, les douleurs, la fatigue, les troubles moteurs ou de la vision, et on décrit effectivement des difficultés sexuelles. Donc on voit bien que ces patients, ça reste 5 ans après un diagnostic, des séquelles, des troubles qui vont altérer leur qualité de vie. Et pour autant, 3 fois sur 4, ces séquelles ne font pas l'objet d'un suivi médical spécifique. Pour 61% des patients qui ont recours aux soins de support, en fin de compte, ils le font principalement de leur propre initiative, sans que ce soit les médecins qui les aient incités à y recourir. Donc on voit bien que sur 10 ans d'observation de la société face au cancer, on est encore face à un constat où l'après-cancer, ça ne se résume pas à simplement quelques mois ou un an, mais que même 5 ans après un diagnostic de cancer, nos patients ont encore beaucoup de séquelles. Et c'est vrai que ces séquelles, elles peuvent être très lourdes parce qu'elles vont pouvoir impacter aussi bien tout ce qui va être l'emploi, la vie sociale. 20% des patients ne travaillent plus 5 ans après un diagnostic de cancer. Une femme sur 5 peine à retrouver du travail 1 an après la fin de son traitement pour un cancer du sein. Et plus de 30% de ces femmes font état d'un désordre émotionnel ou social important. Alors, on voit bien que les troubles de la sexualité sont très variables selon la localisation du cancer. Ils sont, bien entendu, ça paraît une évidence, très fréquents après un cancer de la prostate ou une autre localisation en lien avec la sphère génitale, mais on se rend compte que de toute façon, tout le monde peut être impacté, que ce soit des patients ORL, que ce soit des patients au niveau de la gastro avec des stomies, ce sont des patients qui peuvent avoir des mutilations au niveau des cicatrices et que du coup, on se rend compte que tous nos patients peuvent être concernés et qu'on ne doit pas simplement se focaliser sur des patients en ce qui concerne une sphère génitale ou au niveau de la prostate, mais que tous les patients peuvent être concernés. Et dans cette étude, on a même relevé
une personne sur 5 ont déclaré une dysfonction sexuelle après un diagnostic de mélanome. Donc, on voit bien que plus de la moitié des répondants ont déclaré à 5 ans du diagnostic une diminution du désir sexuel, une capacité à avoir un orgasme et une diminution de la fréquence de leur rapport sexuel. Donc, on se rend compte que prendre en charge nos patients, ça ne se limite pas aux patients de la prostate ou du cancer du sein, c'est tous nos patients qui peuvent avoir un impact et des séquelles et avoir des difficultés ou des dysfonctions sexuelles après un cancer. Alors, c'est vrai que au niveau du référentiel de l'AFSOS, on a vraiment un très bel outil également qui permet justement de reprendre toutes ces données. Parce que c'est bien beau de dire, en fin de compte, ben voilà, la réalité, c'est ça, c'est nos patients qui ont des difficultés, mais qu'en est-il en fin de compte de ce qu'on peut leur apporter? Parce qu'il est vrai qu'on retrouve vraiment un gros décalage entre les besoins des patients et, en fin de compte, leur prise en compte. Alors, on est face à un sujet qui est peu abordé ou ignoré. Donc, je pense que tous ceux qui sont derrière leur écran à l'heure actuelle aujourd'hui sont sensibilisés à cette prise en charge. Mais combien d'autres ont des difficultés? Parce que c'est vrai que ça reste encore un sujet tabou, face à des mythes, face à des fausses croyances, et puis encore des autorisations soignantes avec des difficultés à exprimer ces difficultés sexuelles, aussi bien des patients, mais également des soignants. Et on se rend compte que c'est quelque chose qui est compliqué. C'est pour ça qu'on est là pour vraiment faire passer des messages et que chacun puisse prendre conscience que dès l'annonce d'un diagnostic, on doit pouvoir intégrer justement cette prise en soin parce que l'offre de soins, elle est encore très déficiente par manque d'initiative et de communication, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, d'organisation et de lisibilité. Alors pour quelle personne et avec quel cancer et quel traitement? C'est vrai que moi, ce que je voudrais dire, c'est que le concept de la sexualité, c'est quelque chose de global. En tout cas, ça ne se limite pas à avoir des rapports sexuels. Parce que prendre en charge la santé sexuelle, ça va concerner aussi bien la féminité, la masculinité, l'identité, la séduction, l'image corporelle, qui est souvent atteinte pour nos patients, l'estime de soi, l'intimité sexuelle, la relation de couple, la relation amoureuse, la fertilité. Et on voit bien que selon la localisation, son stade, selon les chirurgies plus ou moins mutilantes, selon les effets secondaires de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de la curithérapie et de l'hormonothérapie. On est sur des traitements par hormonothérapie qui vont impacter quand même la qualité de vie sexuelle de nos patients sur un traitement qui va durer 5 ans, 7 ans, voire 10 ans. C'est vrai que nos patients sous hormonothérapie, on se rend compte qu'elles peuvent exprimer, il ou elle, beaucoup de difficultés. Donc, on se rend compte que parler de sexualité avec nos patients, c'est quelque chose qui va concerner tous les types de cancers, toutes les populations, quelle que soit bien entendu l'orientation sexuelle. Parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un lien qui est vraiment direct entre dysfonction sexuelle et puis une détresse psychique. Et on se rend compte que, voilà, un patient, par exemple, qui a des troubles de l'érection, ben pour lui, ce qui va nous dire en consultation, je me sens plus un homme, voire je sens plus un père, et que du coup, ça aura vraiment un impact au niveau de sa vie de couple, de sa vie familiale, de sa vie relationnelle, comme peut l'être les difficultés pour des femmes qui ont eu un cancer du sein, qui ont eu des cancers gynécologiques, voire d'autres cancers, et qui se retrouvent diminués et pour lesquels il va falloir vraiment les accompagner. Alors justement, à quel moment du parcours doit-on l'aborder et qui doit l'aborder? Eh bien moi, ce que j'aurais envie de vous dire, en tout cas, ce que les experts nous disent dans le référentiel, c'est qu'il faut l'aborder à tout moment du parcours de soins. Donc je suis tout à fait d'accord qu'au moment de l'annonce, en tout cas, la prise en charge de la santé sexuelle, c'est peut-être pas le moment adapté pour nos patients. Ils sont sous ce choc traumatique de l'annonce. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que lorsqu'un patient voit l'infirmière d'annonce au moment de la mise en place de ces traitements, lui parler de l'accès à des soins de support, c'est lui dire en fin de compte, durant tout votre parcours, vous pouvez rencontrer une psychologue, une diététicienne, une socio-esthéticienne, ça ne fait pas partie des soins de support, mais en tout cas, ça reste quelque chose qui est très important pour nos patients. Vous pouvez rencontrer
d'autres professionnels, vous pouvez rencontrer des spécialistes de la douleur et vous pouvez rencontrer un sexologue ou une sexologue. Et ça, à un moment donné, c'est passer le message. La personne, en tout cas, n'aura peut-être certainement pas l'intérêt de consulter dès l'annonce du diagnostic, mais en tout cas, la personne saura qu'au moment de l'annonce, on lui a présenté tout cet accès à des soins de support et que durant tout ce parcours, en tout cas dans cet établissement, elle sait qu'à un moment donné, on va pouvoir l'accompagner et que ce n'est pas quelque chose qui est tabou et qu'on va pouvoir l'aborder facilement parce que tout professionnel doit pouvoir en parler. Il faut légitimer, il faut évaluer, dépister les sujets vulnérables, apporter une réponse. Encore faut-il être suffisamment formé à ça. Et puis, les recommandations de l'aborder dès l'annonce. C'est ce que je vous disais, c'est important parce que c'est ce qui va permettre à nos patients, dans ce suivi, d'avoir en tout cas une prise en charge pendant le traitement, mais également dans l'après-cancer. Parce que justement, parler de sexualité, c'est surtout refaire place à la vie. Et qu'en tout cas, ce n'est pas une possibilité, mais ça devient vraiment un devoir pour chaque soignant de porter son attention à la personne dans sa globalité. C'est vraiment une recommandation justement du grade A niveau 1 du référentiel AFSOS que vous pouvez télécharger et qui permet vraiment, en tout cas, de se dire que nos patients sont bien pris en charge. Parce qu'à un moment donné, l'annonce du diagnostic, c'est compliqué, mais on se rend compte qu'on est face à des prises en charge qui sont compliquées et qu'en tout cas, on doit pouvoir l'aborder, y compris en soins palliatifs également, parce que nos patients, ils ont besoin en tout cas qu'on les accompagne. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que préserver la santé sexuelle en cancérologie, ça devient vraiment un des objectifs de santé publique. Et ça, c'est très intéressant parce que ça a été vraiment intégré justement en santé publique dans une nouvelle stratégie nationale qui est de 2017 avec des objectifs à poursuivre jusqu'en 2030. Mais c'est vrai que c'est vraiment une approche systémique de la santé, de se préoccuper de la santé sexuelle et de la vie intime, que ça s'inscrit dans des objectifs de santé publique comme promouvoir la santé globale ou la santé sexuelle positive en cas de maladie chronique. Donc on voit que, en tout cas, nos établissements vont devoir s'appuyer sur cette stratégie et devoir en tout cas s'en occuper. Et on ne peut plus faire comme avant, en tout cas se dire, en tout cas j'ai des difficultés à mettre en place, j'ai des difficultés à trouver des professionnels. Maintenant, il va falloir s'en occuper. C'est vrai qu'en oncologie, son incorporation dans la médecine de parcours répond à différents objectifs depuis le 2e et le 3e plan cancer. Et bien entendu, on a vu qu'au niveau du panier des soins de support, ça reste une obligation de soins à l'heure actuelle. Et c'est vrai que dans la stratégie décennale de lutte contre le cancer, on va retrouver la prévention, mais surtout cet accompagnement dans le cas de la prise en charge des maladies chroniques. Et ça s'inscrit également dans un autre plan national qui est Ma Santé 2022. Et je vous conseille à nouveau de télécharger le référentiel pour pouvoir retrouver toutes les informations complémentaires pour ceux qui veulent approfondir ce sujet. Alors, ce qui est important aussi à souligner, c'est que quand on est professionnel de santé, c'est vrai qu'on est là auprès de nos patients pour parler non pas de sexe ou de sexualité, mais vraiment de parler de santé sexuelle. Je crois qu'il faut vraiment, en tant que professionnel de santé, rester dans notre légitimité et que ça puisse vraiment concourir au parcours de soins en apportant cette notion de santé sexuelle. Parler de sexe, quand un patient vient en consultation voir une sexologue, on est encore, mais en tout cas, confronté à des patients qui se disent mais qu'est-ce qu'elle va me demander? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va m'interroger sur mes fantasmes et tout? Non, on est là pour parler de la santé sexuelle, des dysfonctions et d'y apporter des solutions. Donc c'est vrai que, en tout cas, il faut qu'on ait ce discours. Il faut que maintenant, on soit dans cette démarche de santé sexuelle. Vous m'entendez beaucoup répéter ça, mais je crois que l'important, c'est justement qu'on puisse vraiment se l'approprier. Parce qu'il est vrai que on demande à tout le monde, de parler de sexualité. Alors là-dessus, on n'a pas encore vraiment une vraie parité parce que c'est vrai que, en tout cas pour un homme, quand il a un cancer de la prostate, il va rencontrer son écologue, il va rencontrer son urologue ou son radiothérapeute et de façon systématique, qu'est-ce qu'on va lui poser comme question? Qu'en est-il de votre fonction urinaire? Qu'en est-il de votre fonction érectile? Comment se passent vos érections? C'est quelque chose qui est systématique. Mais pour autant, en tout cas pour les femmes, même les femmes qui sont opérées au niveau de la sphère génitale,
eh bien, on pose rarement la question. On pose rarement cette question qui, pourtant, est hyper importante. Et même quand on discute avec les gynécologues, ben, bien souvent, les chirurgiens gynécos nous disent « Oui, effectivement, j'aborde pas cette question ». Tant ça paraît une évidence quand il s'agit des hommes, eh bien, quand il s'agit des femmes, on aborde très peu la question. Alors que pour autant, on peut simplement l'aborder en lui disant « Puis-je vous poser une question intime ?» C'est vrai qu'en général, la patiente, elle dit toujours oui, parce que, en tout cas, le fait de demander la permission la met déjà en position de sujet actif. Est-ce que votre maladie ou les traitements a des répercussions sur votre vie sexuelle? Ou alors, j'ai certaines patientes qui ont les mêmes maladies que vous, elles ont des problèmes sexuels. Est-ce que c'est votre cas? Je crois qu'à un moment donné, ce que disait Pierre Bondil, effectivement, c'est que c'est à nous, soignants, de tendre la perche, parce que les patients auront du mal à exprimer leurs difficultés et qu'il est important pour nous, en tout cas, de lancer cette perche pour que les patients puissent l'apprendre. Il est vrai que pour les personnes que ça n'intéresse pas, eh bien, on passera à autre chose. Mais en tout cas, c'est important de poser la question de façon tout à fait naturelle. Avez-vous repris les relations sexuelles? Je pense que il faut pas oublier de poser cette question après une intervention chirurgicale de la sphère pelvienne ou après une longue période d'altération de l'état général, ce qui peut arriver à nombreux de nos patients en oncologie. Il faut vraiment prendre le temps de poser la question, prendre le temps d'attendre la réponse et avoir une attitude ouverte, naturelle, comme quand on interroge sur d'autres besoins fondamentaux tels que dormez-vous bien ou avez-vous bon appétit. Je crois qu'à un moment donné, c'est nous aussi à changer nos pratiques pour qu'on puisse libérer cette parole parce qu'on se rend compte que nos patients, à partir du moment où on leur pose la question, en tout cas souvent, ils attrapent cette perche et ils vont du coup, nous exprimer leurs craintes et qu'on va pouvoir les accompagner. Alors, quelles sont les approches à mettre en œuvre? Eh bien, on se rend compte qu'en cancérologie, on est toujours dans une approche de toute façon holistique du patient. Et en ce qui concerne cette santé sexuelle, c'est la même chose. Il faut vraiment développer une approche holistique du patient, de ses difficultés, en tenant compte de la multifactorialité des composantes de la sexualité. On a bien vu en consultation, j'ai beaucoup de patientes qui arrivent et qui me disent: «J'ai plus de désir». C'est vrai qu'au bout de 2 minutes, on se rend bien compte que c'est des patientes qui ont plutôt des douleurs lors des rapports et que les «j'ai plus envie», en 5 minutes, on se rend compte que c'est pas «j'ai plus envie», c'est «j'ai mal». Donc forcément, le désir après n'y est plus. Donc il faut prendre le temps d'écouter sa patiente ou son patient et puis de pouvoir lui donner des solutions parce que aider la personne atteinte à s'adapter aux conséquences de la maladie et des traitements, c'est justement s'appuyer sur cette qualité de vie sexuelle, relationnelle et affective. Il faut communiquer et dédramatiser. Alors, vers quel professionnel orienter? Quand à un moment donné, la problématique, elle peut échapper et qu'on a besoin d'orienter les patients, eh bien, de plus en plus de personnes vont se former. Il faut vraiment orienter le patient ou son couple vers un praticien titulaire d'un diplôme interuniversitaire. Donc, selon les facultés de médecine, on va retrouver ces différents DU. On a le DU d'oncosexologie qui a une durée de 2 ans qui permet d'acquérir des compétences pour informer, dépister, orienter les patients. Et on a le DU en médecine sexuelle qui est destiné aux médecins avec un diplôme interuniversitaire d'une durée de 3 ans qui est le même que le DU de sexologie clinique qui est ouvert aux psychologues cliniciens, aux sages-femmes, aux kinésithérapeutes, aux psychomotriciens, aux infirmiers et aux pharmaciens qui est une durée également de 3 ans. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on doit orienter nos patients quand il y a une difficulté qui est compliquée sur un terrain complexe de dysfonction sexuelle uniquement vers des praticiens qui ont un titulaire d'un DU. Les outils, dont je vous ferai pas le déroulé, mais vous avez le diaporama qui vous permettra de toute façon de retrouver tous ces outils, parce que c'est vrai qu'on a besoin justement d'évaluer. Donc vous avez le Female Sexual Function Index qui évalue 9 questions sur la fonction sexuelle féminine, qui peut être un outil intéressant. Pour les hommes, on a l'IEFF qui explore la fonction sexuelle en 15 questions avec une version un peu plus abrégée. Maintenant, c'est vrai que c'est des outils qui peuvent être un petit peu compliqués à utiliser quand on n'est pas habitué, mais en tout cas, c'est bien de pouvoir se les approprier. Et puis, je recommande encore une fois vraiment de télécharger ce référentiel parce que c'est vrai qu'on va retrouver de toute façon disponible tous ces outils sur
ce site. On va retrouver également toutes des informations sur cancer et sexualité sur le portail d'information des acteurs de la santé ville-hôpital, donc le réseau. Vous avez le petit QR code. Donc, de toute façon, vous pourrez scanner de telle sorte à avoir directement l'information. Vous avez la fiche régionale de repérage des besoins en soins de support. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ce qu'on en parlait justement, c'est qu'au moment de l'annonce, cette fiche de repérage des besoins, elle va être intéressante parce que cette fiche, elle va pouvoir également elle peut évoluer aussi en fonction du parcours du patient et bien entendu en fonction des besoins. Et dans cet item, on retrouve justement le petit item sexualité, altération d'image de soi, troubles de la sexualité, troubles gynécologiques, urologiques. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant parce que lorsqu'on fait le bilan au niveau des patientes ou des patients, c'est vrai que cette fiche de repérage des besoins, elle est intéressante parce que c'est pouvoir parler de la sexualité, en tout cas pour nos patients, de façon simple, au même titre que les autres problématiques au niveau de la douleur, de la prise en charge sociale. Et en tout cas, ça donne la possibilité à la personne qui est en charge de répondre à ses besoins de pouvoir identifier cette problématique. Alors, c'est bien beau, on a parlé de professionnels, mais à qui, vers où? Et en tout cas, il faut vraiment que tous les professionnels qui sont liés à cette prise en charge puissent appartenir à un répertoire identifié, de telle sorte à ce qu'on puisse vraiment communiquer. Donc, c'est vrai que donner le nom des personnes, c'est important. On a un QR code justement qui permet de regrouper toutes les personnes qui peuvent prendre en charge les patients parce qu'on n'a pas forcément un sexologue dans son propre établissement ou dans le réseau, que ça soit en ville. Il est important de retrouver justement les professionnels qui vont pouvoir accompagner nos patients. Donc, c'est vrai que quand on est un petit peu démuni, si on n'a pas un professionnel sur place, il suffit de retrouver sur le site Oncopaca Corse justement les professionnels qui sont identifiés. Alors là, je vais vous présenter des outils qui ont été faits très récemment. Ça a été vraiment un travail d'équipe hein, où on a vraiment essayé de mettre en place des outils pratiques pour évaluer les besoins et l'état du patient suite à son diagnostic. Donc, c'est vrai que ces outils sont intéressants et je vous conseille, pour ceux qui le souhaitent, de les télécharger parce que ce sont des outils à usage des soignants, que ce soit médecins, soignants, hospitaliers ou de ville, pour répondre aux trois piliers de la vie sexuelle des patients, c'est-à-dire tout ce qui va être biologique, psychologique et environnemental, et surtout quels sont les points de vigilance à repérer. Donc c'est vrai que cet outil, c'est important pour reconnaître, rechercher une dysfonction sexuelle, pour que tout soignant puisse avoir les outils pour mieux orienter et intégrer la santé sexuelle à chaque consultation. C'est vrai que c'est important justement de pouvoir avoir cet outil qui permet d'avoir, on va dire, on a fait une petite checklist hein, qui est simple, avec des questions simples, mais qui permet justement de pouvoir demander au patient, la maladie a-t-elle un retentissement sur votre vie intime et sexuelle? Avez-vous des difficultés ou douleurs pendant les rapports? Ressentez-vous, appréhendez-vous une altération de votre image corporelle? Avez-vous des troubles de la sexualité, désir, érection, lubrification, orgasme? Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on ait une sémantique commune de telle sorte à pouvoir justement parler à nos patients de façon simple et naturelle. Et cet outil que vous pouvez télécharger, que vous pouvez commander hein, pour avoir dans vos services, pour le distribuer, va permettre justement de donner des informations vraiment pratiques. Alors, de toute façon, je pense que je vous parle de ces outils et je reste tout à fait disponible. On aura un temps d'échange à la fin de cette présentation pour essayer de répondre, si je peux en tout cas, à vos questions. Donc, n'hésitez pas de toute façon sur le chat à laisser déjà les questions de telle sorte à ce qu'à la fin de cette présentation, on ait vraiment un temps d'échange. Parce que le but aujourd'hui, c'est aussi d'échanger. C'est pas simplement de vous délivrer des informations, mais c'est important aussi d'avoir votre retour parce que je crois que c'est comme ça qu'on avancera tous dans la prise en charge de nos patients. Alors, on a vu qu'on avait la fiche patient cancer et sexualité, et puis on a élaboré, bien entendu, aussi une fiche, eh bien,
comment remettre cette fiche, parce que je crois qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est vrai que les patients rapportent une détérioration de leur santé sexuelle, mais pour autant, il faut savoir en parler, il faut répondre ou orienter, et puis quand remettre la fiche patient, pour quel objectif. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont simples, qui sont pratiques. On a essayé vraiment avec les QR codes de tout retrouver au niveau des informations pour aider vraiment tous les soignants à parler des troubles. C'est important justement d'avoir en tout cas cette action proactive, parce que s'attacher à parler de la sexualité, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que l'emploi de ces questionnaires, ça permet de diminuer les peurs, les craintes, et puis de surtout pas hésiter à orienter les patients pour une évaluation plus approfondie si quelquefois on se sent démuni. On a élaboré également une fiche très intéressante qui est sur un petit format, un format A3, qui permet vraiment de délivrer de l'information aux patients. Donc c'est vrai qu'on a voulu quelque chose de simple, de telle sorte à ce que nos patients puissent eux-mêmes s'auto-évaluer. Donc ça, c'est des informations qu'on peut laisser dans les salles d'attente. Ça peut être très intéressant parce que c'est vrai que là, on indique vraiment aux patients, on doit prendre soin de vos problèmes, ne laissez pas les troubles s'installer, discutez avec votre équipe, et puis avoir on va dire une petite évaluation, quelque chose de simple, mais qui permet de dire, voilà, il existe des impacts des traitements, il y a des effets indésirables, et bien pour vous, quels sont vos symptômes? Donc c'est vrai que je pense que soit c'est vous consulter, il faut vraiment accompagner nos patients. Et ces petits flyers, c'est pareil, vous avez le QR code que vous pouvez télécharger par la suite, qui permet d'avoir accès pour vous les télécharger ou les commander, de telle sorte à laisser dans les salles d'attente ces petites informations qui permettent à tout patient justement de se dire, écoutez, en tout cas, je sais que dans cet établissement, on va m'accompagner, on peut aborder ce sujet avec mon équipe soignante en toute confidentialité, et en tout cas, je sais que éventuellement, je peux être mise en relation avec un professionnel spécialisé. Les articles, les référentiels, vous pourrez les retrouver. Vous avez les informations pour pouvoir vous connecter dessus. Et pour conclure, de toute façon, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de se dire que souvent, l'oncosexologie, elle est rattachée à l'après-cancer, mois ou années après l'annonce. Mais on se rend compte que c'est vraiment une erreur, parce que la prise en charge, elle doit être précoce. On se rend compte que quand nous, en consultation, on a des patients qui viennent après 3 ans, 4 ans ou 5 ans de problématiques, on est face à des patients qui ont vraiment des grosses difficultés, qui ont déjà des difficultés au niveau de leur couple, des problèmes de communication, et que plus tôt on va pouvoir en parler et plus tôt on arrivera à résoudre des problèmes. Ça sera souvent beaucoup plus simple que quand, bien entendu, il faut s'attacher à tout ce désordre qui s'est créé au fil des années. Maintenant, c'est vrai que quelquefois, on est face à des patients qui ont déjà des difficultés sexuelles avant l'annonce du diagnostic. Donc là, c'est le rôle du sexologue, justement, de faire la part des choses. On ne va pas non plus régler en quelques séances une problématique qui était peut-être déjà présente depuis longtemps avant l'annonce de la maladie. Mais notre rôle, justement, c'est de pouvoir les accompagner le plus tôt possible. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on se rend compte que dans nos consultations, on est souvent face à des patients que l'on voit tardivement, avec des patients qui sont souvent déprimés, des couples qui vont mal, et que cette réhabilitation sexuelle, pour être optimale, elle doit être vraiment précoce. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de soignants qui vont être ce qu'on appelle des sentinelles, qui peuvent être des référents en milieu hospitalier, en ville, pour vraiment connaître justement les problématiques, pouvoir les identifier. Le but n'étant pas forcément de résoudre le problème, parce qu'on se rend compte que pour nos patients, en parler déjà, eh bien, on règle une grosse problématique. C'est ça qui est important, parce que c'est vrai que on a vraiment besoin, en tout cas, d'avoir des personnels qui en parlent, parce que le simple fait d'en parler va déjà libérer la parole et de se dire, en fin de compte, voilà, on va m'écouter, on va pouvoir orienter. Donc, on a besoin, pour orienter justement, de sexologues, d'avoir un annuaire bien identifié,
d'identifier les ressources également dans les associations parce que c'est très important. On se rend compte que les associations, de plus en plus, vont en tout cas s'équiper de consultations de sexologie de telle sorte à ce que nos patients puissent être accompagnés. Mais malheureusement, l'offre de soins, elle reste encore trop inégale sur le territoire. Donc, c'est vrai que plus de personnes seront formées et c'est vrai que j'encourage toutes les personnes à se former, à participer à ce webinaire. On sait qu'on aura une deuxième session qui interviendra dans quelques mois et qui permettra justement d'approfondir un petit peu, de donner des pistes avec des logigrammes qui vont permettre justement de pouvoir sensibiliser, mais aussi d'avoir une première approche active grâce à des logigrammes qui vont donner des premières solutions. Et c'est vrai que la qualité de vie de nos patients, c'est vraiment devenu une des priorités dans la prise en charge oncologique. C'est vrai que la société reconnaît aujourd'hui la santé sexuelle comme un droit, comme un paramètre pertinent et valide de la santé, de la qualité de vie. Quand on parle de santé sexuelle, qu'est-ce que nous dit l'OMS? L'OMS nous dit que la santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social qui est associé à la sexualité et qui ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité. Donc, c'est vrai que la santé sexuelle, c'est un droit. En tout cas, tous nos patients, tous nos patientes ont le droit d'être informés. Après, bien entendu, à eux de choisir si ou ils souhaitent ou pas un accompagnement, une prise en charge sexologique ou pas, si ils veulent être informés ou pas. Mais en tout cas, si on ne leur donne pas la possibilité, ils ne sauront pas choisir. Donc, c'est important, en tout cas, à l'heure actuelle, de considérer la qualité de vie de nos patients de façon globale et la santé sexuelle, en tout cas, en fait partie. Alors, c'est vrai que là, on termine cette première session. On a du temps justement pour poser des questions. Je crois que là, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir de l'échange, poser des questions soit à l'oral. Et puis, on a aussi la possibilité, vous avez la petite main, de lever la main pour poser les questions. Ça, c'est important aussi. Et vous avez bien entendu le QR code pour l'évaluation de fin de formation. Donc, j'invite tous ceux qui ont participé à évaluer cette première session. Et je voudrais vraiment on a vraiment voulu se laisser du temps justement pour parler ensemble, pour pouvoir répondre aux questions éventuellement. Et du coup, voilà, je vous invite à scanner le QR code pour l'évaluation, mais je vous invite vraiment, on a du temps justement, on a voulu ce temps pour qu'on puisse réellement avoir un échange. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions déjà et s'il y a des mains levées. Donc, je vous laisse voilà, le temps pour les questions. Si au niveau du chat, on a déjà quelque chose. Pour l'instant, non. Mais voilà, n'hésitez pas de toute façon au niveau des questions, s'il y a des remarques aussi, bien entendu. Je crois qu'on est là aussi pour voilà, avoir quelques remarques. Je ne sais pas si Pierre Bondil veut apporter un complément d'information. Est-ce que c'est quelque chose voilà, qui répond un petit peu à cette première attente? On a des questions? Pardon, vous m'entendez pas, excusez-moi. Si, voilà, c'est bon, Pierre. Pardon, oui. Non, d'abord, je voulais féliciter Madame Moya parce que vraiment, c'est un exposé qui a été très, très bien. Vraiment, en tant que coordinateur du référentiel, je vous voulais être complètement approprié. Simplement de petites nuances, parce que je veux dire, il faut bien distinguer l'oncosexualité de l'oncosexologie. Donc là, vous l'avez bien dit, mais tous les professionnels de santé, tous ceux qui sont là, peuvent déjà agir déjà en informant et en s'informant, c'est le boulot, c'est de l'éthique, et deuxièmement, en sachant que 50% des problèmes sont des problèmes qui sont tout de même assez simples et chaque professionnel de santé peut déjà donner une réponse. Le fait d'informer,
de rassurer, d'orienter, vous avez déjà fait une bonne part du boulot. Ça ne sera pas la peine d'envoyer au deuxième niveau, au troisième niveau, les ressources. Donc ça, c'est très important. Chacun a un rôle à jouer. Pour une raison très simple, hein, c'est qu'actuellement, on estime, il y a à peu près 5 millions de personnes, si on prend les partenaires, enfin les personnes qui ont un cancer et les partenaires, ça fait 5 millions en France, d'accord? 5 millions au total. Bon, et des sexologues, gynécologues et uro-andrologues, il y en a moins de 10 000. Donc, vous voyez, je veux dire, 5 millions et 10 000, ça ne marchera pas. D'autant plus qu'il y a les handicapés, il y a les maladies chroniques. Vous voyez, à peu près 50 millions de personnes qui ont un handicap. Donc vraiment, chaque professionnel de santé a un rôle à jouer en première ligne, en s'informant, en informant, en rassurant, en conseillant et en orientant. Et le mot-clé, c'est organiser les soins de support. Voilà, ça, c'est organiser le parcours et les soins de support, comme vous l'avez parfaitement dit. Et encore félicitations pour votre présentation et tout ce que vous faites à Oncopaca Corse. Alors, je reprends juste un petit peu la main puisqu'on a une question sur l'orientation vers les professionnels qui sont cités sur l'annuaire au niveau des consultations, à savoir que ça fait partie des soins de support. Donc, c'est une offre de soins de toute façon qui est gratuite pour nos patients quand les professionnels de toute façon sont affiliés aux établissements de santé. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'effectivement, je crois que c'est une très bonne question. On est sur des prises en charge avec quelquefois des difficultés pour nos patients financières. Hein. On a parlé de la qualité de vie, mais on se rend compte que le cancer, c'est quelque chose qui coûte cher aussi à nos patients et de façon littérale, et que effectivement, à partir du moment où ça rentre dans le panier des soins de support, que c'est offert dans les établissements de santé, bien entendu, ça fait partie de la prise en charge gratuite de nos patients. En complément, parce que le reste à charge, enfin le côté financier est important avec 2 points, le reste à charge pour les patients et les honoraires du professionnel. Parce que souvent, la prise en charge psychologique ou sexothérapique n'est pas prise en charge. L'INCa est sensible à ça puisque on les a rencontrés, on a discuté, donc vraiment il y a des modalités financières qui sont en train de se mettre en place, mais c'est très important également que tout soit organisé pour pouvoir être remboursé. Donc l'organisation, la lisibilité, la structuration et la formation des professionnels, de tous les professionnels dans ce domaine-là est aussi également importante pour que les patients puissent être mieux remboursés. Au niveau des questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si quelqu'un voulait intervenir aussi, hein. Je crois qu'on s'est laissé du temps justement pour que les personnes aussi, hein, qui ont quelque chose ou un témoignage ou une expérience ou leur propre expertise puissent échanger aussi. Alors j'ai une question. Bonjour. Entre autres difficultés, c'est la coordination entre les différents intervenants dans le parcours d'un patient. Ainsi, les chirurgiens d'oncologie digestive n'évoquent pas le sujet de la santé sexuelle avec les patients. Proposer des supports écrits comme les fiches que vous avez montrées pourrait initier un mouvement. En tout cas, voilà, merci pour ce témoignage parce que je crois qu'effectivement, les fiches que l'on a rédigées, ça a été une période un petit peu compliquée parce qu'on a fait et je remercie vraiment l'équipe du réseau Oncopaca qui a mis en place, et c'est vrai qu'on a travaillé pendant Covid avec ces réunions qui ont été faites uniquement en visio. On s'est rendu compte qu'en tout cas, ça fonctionnait bien. On a élaboré ces fiches et c'est vrai qu'on veut vraiment que tous les professionnels puissent se les approprier, puissent les diffuser parce que je crois qu'effectivement, on est encore trop centré sur prostate sein, mais pour autant, les patients, effectivement, que ça soit au niveau de la gastro, au niveau de l'ORL aussi, n'évoquent jamais ce sujet de la santé sexuelle. Et en tout cas, voilà, les fiches qu'on a mis en place, on est assez fiers quand même hein, de les avoir rédigées parce que c'était un réel travail d'équipe. On ne se connaissait pas, on s'est d'ailleurs pratiquement jamais rencontrés parce qu'on a fait vraiment ces réunions en visio et c'était très intéressant de mettre vraiment en collaboration chacun notre expertise pour apporter des outils qui soient vraiment pratiques. Parce que je crois que, voilà, en tant qu'infirmière, en tant que soignante, ce qu'on a besoin aussi, c'est du lien, mais de quelque chose de pratique. Pour, pour renforcer ce que vous dites,
Je veux dire, il faut vraiment, c'est important que chacun sente qu'il est impliqué. Moi, je vois juste à côté de mon service, il y avait, le service de chirurgie digestive et ils savaient tout de même que j'étais un référent dans la santé sexuelle. J'en voyais moins de 5 par an, alors qu'ils en opéraient 5 par semaine. Donc il y a vraiment des patients, alors le digestif, c'est en train de s'améliorer, l'ORL, c'est en train de ça commence à s'améliorer, l'hémato, ça commence à s'améliorer, mais le mot-clé pour moi, la réponse, c'est soins de support. Parce que dès que vous parlez sexualité, les gens, ils ont le cerveau qui est embrouillé, ils ne comprennent plus. Mais si vous dites soins de support, tout est organisé autour des soins de support qui comprend la fertilité, la sexualité, les soins de enfin, la détresse psychologique, etc. Donc le mot-clé, c'est vraiment soins de support. Hein, parce que là, c'est un traitement obligatoire. C'est ce que j'ai dit en mon entrée, ce qu'on vient de vous dire et qu'il faut encore répéter. Donc, ce n'est pas normal de ne pas donner, fournir, enfin, proposer aux patients, s'ils le souhaitent, hein, parce que les gens ne sont peut-être pas intéressés par la fertilité, ils ne sont pas intéressés par la sexualité ou par un soutien psychologique, mais il faut leur proposer. Ça fait partie des obligations qu'on doit faire, éthiques et déontologiques. Alors, je vais répondre aussi à une question. Existe-t-il d'autres formations hors le DU pour valider un professionnel? Eh bien, non. Et c'est vrai qu'on a une personne aussi qui participe, qui nous a parlé d'une formation de sexo-corporelle. À l'heure actuelle, ce sont uniquement les formations qui font partie du DU qui valide un professionnel. Un professionnel en santé sexuelle ne peut être qu'un professionnel qui a suivi une formation validante au niveau du DU. Donc, on a vu soit le DU en oncosexologie, soit le DU en médecine sexuelle ou pour ce qui est le DU en sexologie clinique. Mais à l'heure actuelle, ce sont les seules formations qui se font dans les facultés de médecine, qui peuvent rentrer, bien entendu, dans le cadre d'une formation professionnelle. Donc, il faut demander à son établissement. Et puis, comme disait Pierre Bondil, de toute façon, la santé sexuelle reste une obligation pour nos établissements de soins. Donc, on se rend compte qu'au niveau des formations, il y aura vraiment un effort à faire de la part de nos directions pour que justement les professionnels soient formés. Mais à l'heure actuelle, et je crois que c'est quelque chose qui doit être vraiment très réglementé, tout ce qui est formation sexo-corporelle n'est pas en tout cas identifié comme un professionnel vers lequel on va pouvoir orienter un patient. Alors, je vais prendre ma double casquette là, AFSOS, donc soins de support, et IAU sexologie. Alors, c'est vrai que pour un diplôme de sexologie ou de santé sexuelle, vous avez parfaitement raison, ça nécessite, enfin, il est préférable d'avoir un DIU parce que tout le monde peut se déclarer sexothérapeute, comme on peut se déclarer psychothérapeute sans avoir strictement aucune compétence. Donc, c'est très important d'avoir le label. Vous avez fait un DIU ou un DU et puis, le mieux, si vous êtes membre d'une société savante comme l'AIU, c'est encore mieux parce que c'est un supplément de, reconnaissance de votre compétence. Bon, ça, c'est pour les niveaux 2 et les niveaux 3. Par contre, pour les niveaux 1, donc pour l'oncosexualité, pas l'oncosexologie, on est d'accord? Il y a des formations qui sont faites. Alors, il y a des formations qui sont faites avec l'AFSOS, qui s'appelle l'AFSOS Form, qui sont une formation sur une journée, hein, il y a 4 à 5 heures. Il y en a déjà eu 2 parce que j'ai participé avec, Mario Pombrol qui est gynéco à Gustave Roussy, donc qui est une sensibilisation, hein, on est bien d'accord. C'est du premier niveau, c'est une sensibilisation. Deuxièmement, et j'en avais parlé avec, Isabelle Récoréa, on avait fait avec le réseau Onco-Aura, c'est-à-dire, Auvergne-Rhône-Alpes, on avait fait des formations de premier niveau, deuxième niveau qui étaient l'appropriation du référentiel avec une formation de sensibilisation de 2 heures, après une de 4 heures et une sur une journée et demie. Et justement, il y avait un projet, enfin, je pense qu'on en reparlera, pour faire ça également avec OncoPACA et puis OncoOccitanie. Donc il y a tout de même des choses qui se font, mais pour un niveau, on est bien d'accord, de niveau 1 de l'oncosexualité qui est de la sensibilisation. Tout ce qu'a présenté parfaitement Madame Moya, on est déjà, pour ça, c'est des niveaux 2, des niveaux 3. Hein, c'est pas le niveau de chacun. Et Je sais donc, pas si c'est pour j'ai. répondre, parce qu'on a eu les questions aussi, on a les questions du DU d'éducation à la santé sexuelle. Justement, on est sur justement des prises en charge de niveau 1 pour effectivement le DU de conseil éducation sexuelle, mais pas de niveau 2 et 3, effectivement. Absolument. Donc, c'est vrai que après, je crois qu'au niveau des questions, on a encore une question. J'ai vu au niveau du temps.
On m'a posé la question au niveau du temps. Combien de temps, selon vous, dure une consultation de cocosexologie? Des créneaux de 45 minutes pour les nouveaux patients. Effectivement, de toute façon, les consultations, je crois que c'est important de libérer 45 minutes pour des nouveaux patients parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'écoute. On doit vraiment échanger, faire une évaluation sexologique complète. Effectivement, ça ne se fait pas en 20 minutes, 45 minutes. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec le nombre de temps. Je pense que après, tout dépend les problématiques quand on revoit le patient, quand on fait une réévaluation ou un réajustement quelquefois de traitement. Mais effectivement, pour les nouveaux patients, 45 minutes, pour moi, c'est vraiment, il me semble, un minimum de temps. Alors, vous avez parfaitement raison, mais ce qui est important, c'est comme le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Dans les questions et les problématiques, on a du niveau 1 qui est de l'information simple, la réassurance du niveau 2 et des fois des problèmes plus difficiles et qui vont nécessiter une prise en charge qui est plus longue. N'oubliez pas, et je pense que c'est vraiment, il faut insister, vous l'avez déjà dit, c'est qu'en fait, on a plusieurs possibilités d'aborder la problématique de la santé sexuelle et de la vie intime, que ce soit lors des consultations d'annonce, la consultation d'annonce infirmière, du médecin, de la radiothérapie, de la chirurgie, de l'hôpital de jour, et on peut y revenir à chaque fois. Donc, en fait, on a la possibilité d'organiser la réponse. Vous voyez, c'est pas obligatoire d'amener toutes les réponses. Comme vous l'avez parfaitement dit, l'important au début, c'est que vous ouvrez la porte. Donc, le malade sait, ou le couple sait qu'il peut vous en parler. Et puis, au fur et à mesure, ça va augmenter. Si la problématique est simple, ce qui représente à peu près la moitié des cas, bon, vous allez y arriver lors d'une consultation classique. Si la problématique est plus compliquée, bah, bien évidemment, à ce moment-là, ça prend plus de temps. Mais exactement comme un problème oncologique difficile ou un problème psychologique difficile, on est dans les mêmes problématiques. Alors, c'est vrai qu'on me pose la question pour la prise en charge financière des patients. Ils seront pris en charge seulement si les professionnels sont déclarés comme consultants dans les soins de support, effectivement. Alors après, rien n'empêche aussi les patients d'aller consulter des sexologues qui sont en ville et qui rentrent dans la prise en charge libérale. Mais en tout cas, pour les patients qui sont affiliés au niveau de l'annuaire du réseau, on est sur des prises en charge, bien entendu, qui sont pris en charge à 100% pour nos patients en ALD. Après, c'est vrai que j'ai une autre question. Au centre de cancérologie de Marseille, l'IPC, les infirmières sont de plus en plus sensibilisées. Puis-je avoir ce webinaire et leur présenter? Ben, bien volontiers. De toute façon, vous aurez le webinaire sur un replay et vous aurez le support PDF. Et c'est vrai que je vous encourage vraiment à le diffuser, à le partager de telle sorte à ce que tous les professionnels qui sont sensibilisés puissent en tout cas avoir quelques outils. On a la question également de l'éducation thérapeutique. Bonne question. C'est vrai que je pense que c'est très important à l'heure actuelle de rentrer dans le cadre, dans une prise en charge d'éducation thérapeutique. Donc, c'est vrai que ça soit au niveau de la prostate, que ça soit au niveau du sein, au niveau de l'hôpital de Grasse, j'interviens moi au niveau de l'hôpital de Grasse également. On n'a pas d'éducation thérapeutique, mais on a une coordinatrice et un pharmacien qui ont vraiment beaucoup travaillé pour mettre en place des ateliers d'accompagnement pour les patientes sous hormonothérapie. Et on a mis en place du coup l'accompagnement en santé sexuelle pour les patientes sous hormonothérapie dans le cadre d'un atelier. C'est quelque chose qui fonctionne bien, ça marche très bien. Et c'est vrai que les patientes, en tout cas, on a de super retours. C'est vrai que c'est très intéressant aussi de mettre en place des ateliers d'éducation thérapeutique. Donc, dans le cadre de l'ETP, on va mettre en place dans un institut qui s'appelle l'Institut Axel Kahn à Nice, des ateliers d'éducation thérapeutique pour les patients dans le cadre du cancer de la prostate. Donc, c'est vrai qu'on se rend compte que justement, au niveau de cette prise en charge, dans le cadre des ETP, c'est quelque chose qui devient maintenant de plus en plus fréquent. Et je pense qu'il y a d'autres établissements qui ont dû certainement justement mettre en place cet accompagnement. Alors, j'ai quelqu'un qui me parle, manipulatrice en radiothérapie, je ne peux pas être sexologue, donc j'ai fait un DU. Après, moi, je vous encourage quand même, je pense qu'au niveau du DU, il est important aussi, à partir du moment où on est soignant, une manipulatrice en radiothérapie, elle est soignante. Je pense que en tout cas, tout professionnel
qui est auprès des patients. Il suffit de faire une lettre de motivation, de voir avec le responsable de la faculté de médecine. On n'est pas là pour évincer telle ou telle personne en disant vous ne rentrez pas dans le cadre, mais je pense que c'est important de se dire à partir du moment où on est motivé, qu'on soit manipulatrice en radiothérapie, on peut très bien effectivement voir avec le directeur. Donc là, je ne m'engagerai pas, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, je ne m'engagerai pas et je ne prendrai pas la responsabilité. Mais en tout cas, à partir du moment où on est motivé, je pense que faire une lettre de motivation, vouloir s'inscrire au DU, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable, même si on n'est pas dans le cadre des professionnels habilités, mais une manipulatrice en radiothérapie, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important également parce que tout soignant qui est auprès des patients peut prétendre effectivement à faire ce DU. Donc moi, je vous conseille en tout cas de vous rapprocher du responsable de la faculté de médecine qui fait le DU auprès de votre établissement et avec une lettre de motivation, peut-être le rencontrer, expliquer quel est votre projet professionnel. C'est quelque chose qui peut s'envisager et je pense qu'on ne doit pas être dans une démarche justement de bloquer des personnes qui ont envie de se former. Alors, sexologue dans le cadre de... Je prends ma casquette là, de président de l'AIUS, là tout de même. Effectivement, il y a le fond et la forme. Mais par exemple, il y a des conseillers conjugaux qui sont sexologues. Donc, dans votre cas précis, il y a une demande précise qui répond à un besoin précis. Vraiment, il n'y a pas de problème particulier. Là, vous l'abordez directement et vous posez la problématique. Et normalement, on doit pouvoir trouver une solution. Ce que vous avez dit, c'est très important, c'est le problème de la littératie. Alors, ce qu'on appelle la littératie, c'est le manque de connaissances et le manque d'autonomisation des patients. Or, c'est déjà vrai pour la santé normale, enfin normale, non sexuelle. Alors, pour la sexualité, comme il n'y a pas d'éducation à la sexualité, les gens sont complètement perdus. Donc, tout le domaine de l'éducation thérapeutique est un domaine fondamental, d'où l'importance de faire un diagnostic situationnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens savent, qu'est-ce qu'ils pensent, et on voit souvent qu'ils ont souvent de fausses idées et des fausses représentations. Donc, déjà, de rassurer ces fausses idées et de donner des bonnes informations, vous avez fait une bonne part du boulot. Donc là, on va continuer s'il y a d'autres questions. Sinon, de toute façon, je vous engage donc à répondre au QR code. Merci pour tous vos témoignages. C'est vrai qu'on a déjà pas mal de témoignages. C'est une première session, donc ça permet d'avoir des retours. On vous demande vraiment de nous faire justement le retour de telle sorte à ce qu'on puisse être le plus réactif. Sachez qu'il y aura une deuxième session, vous serez tous informés justement. Donc cette deuxième session, je pense, interviendra d'ici quelques mois, de telle sorte à pouvoir approfondir et donner justement les outils pour pouvoir accompagner et qu'il est vraiment important justement dans ces outils. On aura des logigrammes qui vont vraiment permettre de repérer et vraiment d'orienter les patients. C'est ça qui est intéressant justement pour toutes les personnes, de telle sorte à ce qu'on puisse vraiment vous donner les outils grâce à des logigrammes. Et ça va être très intéressant dans cette deuxième partie justement de formation, d'avoir des outils très pratiques. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. Pour renforcer ce que vous avez dit, Frédéric, c'est le rôle des associations de patients, des groupes de parole et des pairs. C'est une chose qui est extrêmement importante. Ils sont bénévoles, ils sont souvent motivés. Il faut vraiment s'aider, s'appuyer dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a... Je ne vois plus de questions. Et sinon, je pense qu'on va pouvoir terminer cette session. Et je vous remercie tous d'avoir été très nombreux, vraiment présents, d'avoir été très réactifs, de nous avoir posé des questions et de pouvoir vraiment s'appuyer aussi. Voilà, j'ai un témoignage des patients experts. C'est vrai que c'est très important. Je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse s'appuyer aussi, partager avec eux. Effectivement, bonne remarque. Les patients experts, c'est important. Dans les commissions des usagers, on a vraiment des personnes qui peuvent accompagner. Donc, je vous remercie tous. On va vous donner, on termine. Et en tout cas, merci à tous. On clôture cette session. Et puis, j'espère que vous serez aussi nombreux pour la deuxième partie. Merci à tous. Merci à vous.